Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Comme chaque fois qu'ils veulent donner un vernis démocratique au système politique autoritaire qu'ils cherchent à conforter ou à sauvegarder, les dirigeants algériens appellent à des élections dont ils promettent à longueur de discours qu'elles seront des élections libres et honnêtes. Peu importe pour eux que les élections n'ont jamais servi à poser et encore moins à contribuer à régler les problèmes des Algériens. Tous ceux qui observent ou analysent objectivement la scène politique voient bien que les élections en Algérie servent plus à ajuster les avantages des clientèles et les rapports de force au sein du système qu'à créer des institutions capables de répondre aux aspirations du peuple. Les dégâts occasionnés par ce refus de faire droit à l'expression du libre choix des Algériens sont connus depuis longtemps. L'illégitimité du pouvoir politique installé par le commandement militaire depuis 1962 n'a pas cessé de se détériorer. La gestion des ressources du pays par des institutions sans représentativité a favorisé la prédation et la corruption au profit des petits groupes constitués autour des dirigeants, alors que de larges couches populaires sont en difficulté et de plus en plus marginalisées. Alors que les dirigeants du système persistent dans le déni de la réalité et présentent même la répression et les arrestations arbitraires comme une défense des libertés et de la stabilité du pays. Le peuple ne cesse de montrer qu'il sait ce qui doivent être les élections libres et honnêtes. Les Algériens savent que la liberté des élections exige le respect des libertés démocratiques et que leur honnêteté ne peut être assurée que s'ils participent à leur organisation en éliminant les mécanismes de contrôle et de manipulation qui les pervertissent. C'est pourquoi le peuple menace de recourir au boycott des élections organisées par un système qu'il rejette. La liberté des élections ne se décrète pas, elle se vérifie sur le terrain, c'est-à-dire dans la pratique politique, elle peut ou doit être garantie par des règles de droit, notamment constitutionnelles. Mais elle doit aussi être exercée par toutes les forces politiques librement constituées par le peuple. Les élections sont de ce point de vue un moment de vie démocratique qui vérifie l'existence effective sur le terrain de la représentativité des forces qui concourent aux élections pour traduire les aspirations des peuples. Les élections ne peuvent donc pas être libres si le terrain et les conditions dans lesquelles elles sont organisées ne sont pas préparés pour qu'elles soient libres. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élection libre sans l'existence que l'on peut appeler un tissu démocratique dans le pays, notamment avec des partis, des syndicats et des associations autonomes et représentatifs et l'existence de débats contradictoires menés dans le respect des droits humains et des libertés démocratiques. Depuis le début de la campagne électorale, qui a commencé le 15 août dernier, l'enjeu principal du régime semble encore une fois être le taux de participation. Comme à chaque cycle du renouvellement de la façade politique du système, l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain sera déterminante pour la continuité du système. L'Algérie nouvelle est à chaque occasion rattrapée par l'Algérie ancienne. Sur ce plan, rien n'a changé et rien ne changera. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et du spectre du boycott qui pétrifie le pouvoir juste après cette petite intro.
Élection présidentielle, le spectre du boycott épouvante le régime. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Karim Naitou Slimane, enseignant, chercheur et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Karim Naitou Slimane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon frère Nasser, merci de cette invitation. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. J'ai cru tout à l'heure percevoir votre frère aîné Si Jamaldine Ben Chenouf sur le plateau, donc je profite pour le saluer avant de commencer. Voilà, toutes mes salutations mon grand frère, mon aîné. Respect. Merci beaucoup Karim, merci infiniment. J'ai beaucoup de plaisir à te retrouver dans cette émission. À Texaha, merci d'être avec nous. Marhaba bik, Karim Naitou Slimane, très heureux de vous avoir dans cette émission. Vous l'avez annoncé, Jamaldine Ben Chenouf est avec nous sur le plateau, journaliste, observateur politique. Il nous accompagne donc dans cette campagne électorale. Comme observateur politique, comment il voit les choses en Algérie. Jamaldine Ben Chenouf, très honoré aussi de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Et ce plateau aussi qui nous rappelle peut-être, qui vous rappelle le bon vieux temps, si on peut le dire. Oui, avec mes amis Karim Naitou Slimane, Idriss, Ibrahim et tous les amis qui avaient l'habitude de venir d'abord au Top 3, puis au Microscope. C'était le bon temps en effet. Très bien, très bien. Donc on va commencer droit dans le vif du sujet, dans cette campagne électorale, 9 jours après donc, le lancement de cette campagne électorale. Il faut dire aussi que le rassemblement qui était prévu hier à Janet, je pense, de Abdelmajid Tebboune a été annulé. Pourquoi ? Mais on va revenir aussi sur le spectre du boycott donc, qui fait pétrifier, si on peut dire, le régime algérien. Dr Karim Naitou Slimane, je vais commencer avec vous cette émission. D'abord, pourquoi le régime veut absolument un taux de participation élevé, d'après vous ? La réponse, je pense qu'elle est claire. Le régime cherche un taux de participation important pour donner un peu de crédibilité à ce carnaval qu'on pourrait appeler, vous savez, en anthropologie politique, on appelle ça un rituel de pouvoir, c'est un rite. Donc le régime sait très bien qu'il ne s'agit pas de vraies élections et que ces élections ne légitiment pas celui qui va en sortir gagnant, parce que de toute façon, comme tous les Algériens et tous les observateurs de la scène politique algérienne le savent, la décision se fait dans les coulisses, et la personne qui sera désignée comme président le sait déjà, hein, et même ceux qui participent soi-disant à cette mascarade savent très bien que ce sont que des lièvres, et que vu tous les indices qu'on peut voir clairement, il y aura un deuxième mandat pour Tebboune. Mais le régime tient quand même à avoir une participation populaire pour essayer de légitimer un peu, comme j'ai dit, ce rituel pour la forme, et surtout à l'international, et essayer de produire quelques images. Mais fondamentalement, je ne pense pas que le régime réellement se soucie de la participation réelle des Algériens, ou s'inquiète aussi de ce que pensent les Algériens de ces élections. Je pense par contre que les gens qui sont politisés au sein du régime s'inquiètent du sens politique, politico-historique de l'absence totale, c'est-à-dire du boycott de ces élections par les Algériens, et je pense que ce sera le cas. Ils s'inquiètent parce que, moi je l'ai dit depuis longtemps et je continue de le dire, même si à l'échelle humaine, à l'échelle des citoyens que nous sommes, 4 ans ou 5 ans peuvent sembler très très longues. Mais je pense qu'à l'échelle de l'histoire, je pense que le régime, depuis 2019, a reçu quand même
un coup qui l'a blessé, je pense même mortellement. C'est-à-dire qu'avec le temps, si le régime n'arrive pas à retrouver un équilibre pour se reproduire réellement, je pense que ça pourrait être fatal pour le régime. Et ce que je crains, c'est que ça pourrait être aussi fatal pour l'Algérie. Je l'ai dit aussi. Je tire la sonnette d'alarme avec beaucoup d'autres personnes, bien sûr, depuis longtemps. Ces élections vont renforcer le sentiment de déception, mais plus que la déception, c'est-à-dire la perte totale d'espoir des Algériens. Et surtout sur un plan politique, ce régime depuis 4 ans, et on le voit maintenant se concrétiser avec ces élections, ce régime a tué le politique en Algérie. A tué le politique, pas seulement de la politique, mais le politique. Et aussi, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, le régime aussi est en train de tuer aussi ce qui accompagne la politique, ce qui accompagne le grand acquis du Hirak, c'est-à-dire cette croyance en la silmiya, c'est-à-dire en la solution politique. Vous savez, la politique, c'est la pacification de la société. Et donc, le régime, avec sa radicalisation, est en train d'envoyer un message très négatif aux Algériens, est en train de dire que il n'y aura pas de changement politique. Et que le changement politique et que le changement en Algérie ne se fera pas par la politique. Très bien. Et ça, c'est quelque chose de très très dangereux. Et je pense que c'est plus sur ça qu'on doit se focaliser que sur autre chose. Parce que pour ces élections, le régime n'y croit pas plus que les Algériens. Ok, très bien. Restez avec nous, Karim Naïtou Slimane. Vous avez dit donc que le Hirak a blessé mortellement le système ou le régime. Ça nous fait rappeler aussi les déclarations d'Emmanuel Macron qui ont été faites, donc qui avaient qualifié que le Hirak avait déstabilisé le système politico-militaire. Jamaldine Benchenouf, la question est à vous, mais avant de vous poser la question, on va revenir sur ces déclarations de Abdelmadjid Tebboune, qui a donc déclaré auparavant que les taux de participation ne l'intéressent pas. Et là, on est en contradiction totale par rapport donc, à la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette émission, donc cette peur du boycott massif, donc cette peur du régime par rapport au boycott massif. On l'écoute, Abdelmadjid Tebboune. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Voilà, donc ça c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, mais pour rentrer dans le délire, si on peut le qualifier ainsi, on va écouter la contradiction totale de Saleh Boujil, le président donc, du Conseil de la Nation, le Sénat. الشيء اللي نتمناه أنا كمجاهد في الانتخابات اللي راهي جاية أن الشعب كرجل واحد، رجال ونساء يقفوا كرجل واحد ويروحوا ينتخبوا، وتكون مشاركة قوية لا في الداخل ولا في الخارج. وهذا مش من أجل الانتخابات كانتخابات، لأن ستكون رسالة قوية للجزائر مع الخارج لما الشعب يشارك مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة وتكون ديمقراطية حقيقية، تكون رسالة قوية يبعثها الشعب الجزائري للعالم ككل. وهذا الشيء اللي راح يزيد يقوي أكثر فأكثر مكانة الجزائر في العالم. Saleh Boujil, donc la forte participation du peuple algérien à la prochaine élection présidentielle sera un message fort aux ennemis de l'Algérie à l'étranger. Jamaldine Benchenouf. C'est le cas de tous les systèmes totalitaires, despotiques, illégitimes, mafiocrates,
que d'être en totale contradiction avec eux-mêmes, avec leur propre profession de foi, avec leurs propres lois, souvent qu'ils n'appliquent même pas, qu'ils font passer et qu'ils n'appliquent pas. C'est un peu le syndrome du rat qui porte en lui les bubons de la peste, les germes de sa propre destruction, et en passant celle de tous ceux qui l'approchent et qui vivent dans son entourage. C'est pour ça que ces régimes sont mortifères. J'aimerais, Nasser, avant de poursuivre, si vous le permettez, signaler un texte, une intervention d'un grand universitaire algérien, professeur des universités en France, une communication qui a été publiée sur son espace dans le blog, dans le club de Mediapart, M. Ali Ben Saad, professeur Ali Ben Saad. Je recommande vivement à tous ceux qui ont accès à la langue française, voire même à ceux qui pourraient traduire le texte, de le parcourir, de le lire, de s'en imprégner. Oui, je vais vous laisser continuer, mais on va juste demander à la régie de nous mettre donc, le titre de ce blog d'Ali Ben Saad, derrière le paravent de la présidentielle, la fuite en avant dans la militarisation. C'est le titre du blog. Est-ce que peut, par exemple, un petit passage de ce blog, en dépouillant la présidence jusqu'à la privée. Donc là, il parle, je sais que c'est un long texte, mais comme pour limiter la portée de la présidentielle, la veille de la déclaration de candidature de Tebboune, un décret est publié qui légalise de fait le passage de la haute administration civile publique sous l'autorité directe de l'armée. Après 5 ans de monopole total et sans partage sur la vie politique du pays, l'armée veut, au-delà de gouverner, également administrer et directement. Il s'agit de la mise en place d'une militarisation horizontale, où le militaire ne règne pas seulement sur la société civile et la gouverne, mais il se substitue carrément à elle. Tout à fait. Il parle de ce fameux décret. Alors, je vais vous lire moi aussi un passage. C'est un fait complètement inédit, je le cite, c'est un fait complètement inédit. L'armée a certes toujours exercé un pouvoir tutélaire sur la vie politique du pays, notamment par son rôle de filtre qu'il met entre guillemets, et de caution nécessaire à la désignation des principaux responsables dans l'État, mais elle régnait sans gouverner. Aujourd'hui, après 5 ans de monopole total et sans partage sur la vie politique du pays, elle veut, au-delà de gouverner, également administrer. Et là, il fait une sorte de coup d'œil peut-être au système égyptien, où l'armée est le premier employeur. Oui, et comment expliquer ce passage de Jamel-Din? Parce que c'est très important ce qu'il dit là. C'est à ce prix que la candidature de Tebboune, très contestée au sein d'une armée inquiète de son indigence politique, est devenue acceptable pour un dernier mandat. Parce qu'il est d'accord pour ça. La preuve, c'est que le fameux décret qui autorise les officiers généraux et les officiers supérieurs à prendre en charge la direction de grands ensembles civils dans l'autorité administrative, dans l'autorité économique, dans la gestion économique, et des gens qui sont détachés de l'armée pour assurer par exemple un poste de PTG, comme c'est le cas de Algérie Ferry, la marine marchande, où c'est un général qui soi-disant, parce que cette compagnie sombrait littéralement, faisait naufrage, donc il faut la sauver, et pour la sauver, qu'est-ce qu'il faut? Et il faut un général. Et ils lui ont envoyé un général, Algérie Ferry, ça n'a rien changé du tout. La preuve, les semaines qui ont passé, les Algériens qui se rendent dans leur pays à bord des bateaux d'Algérie Ferry ont connu l'enfer, l'horreur. Jamais Algérie Ferry n'a autant d'issues. Donc c'est dire. Mais Ali Ben Saad explique clairement que c'est comme si un deal avait été conclu entre Tebboune et ses généraux,
qui ne veulent plus seulement diriger politiquement le pays, avoir la main sur tout, le feu vert sur tout, comme du temps de Taoufik par exemple, la fameuse enquête préliminaire pour ceux qui sont nommés par décret. Maintenant, elle veut aller directement au terrain. Avant, elle se contentait de désigner ceux qui gèrent, qui sont en quelque sorte ses nervis, et elle qui derrière a un budget faramineux. Rappelons qu'elle ne justifie pas. Il n'y a pas de débat pour l'octroi du budget qui, rappelons-le, est du tiers à peu près, ou entre le tiers et le quart du budget national. Il n'y a pas de débat au Parlement. Il n'y a pas de débat sur le budget. Il n'y a aucun détail qui est livré. Ça veut dire qu'ils prennent le budget sans débat, sans aval des représentants du peuple. Et le pire, c'est qu'ils ne justifient pas un centime de dépense. Personne n'a accès à l'information du budget de l'armée. Et Ali Ben Saad ne dit pas que ça. Il va aussi dans les relations algéro-françaises, dans ce qui les fonde, dans ce qui les complique, dans ce qui les, comme il le dit lui-même, dans ce qui les hystérise. Et je recommande particulièrement donc de lire ce texte. On est en train de voir donc le blog de Ali Ben Saad. Sinon, alors, pour ce qui est de la question que vous m'avez posée, que vous avez posée à mon ami Karim, effectivement, au moment où le président du Sénat est en train d'appeler les gens à aller voter, ça veut dire qu'il exprime clairement l'épouvante du régime au sujet devant la perspective d'un boycott massif. On voit qu'il a peur. On voit qu'il exprime la peur du régime, clairement. Et hier, on a mentionné cette circulaire du ministère des Affaires religieuses. Qui vient montrer les affaires religieuses dans un pays où on dénie le droit d'utiliser la religion, la culture, le sexe à des fins politiques. Eux, ils font de la politique et ils avancent, ils prétendent que c'est une recommandation pour le bien public, pour le civisme, pour que les gens aillent accomplir leurs devoirs. Or, depuis Chadli, le vote est un droit, mais pas un devoir. On peut ne pas voter. C'est pas comme du temps de Boumediene, où il fallait avoir la carte dûment estampillée de la mention à voter pour pouvoir avoir un logement, etc. Alors, Tebboune, par contre, il dit, moi je m'en fiche de la participation. Et puis, dans la même déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la participation de Cheb. Ça veut dire quoi? On voit bien que le monsieur, il est à soigner. Ça veut dire que si vous voulez évoquer une raison de santé pour déclarer l'empêchement de ce monsieur, il y a 1001 détails qui parsèment tout son concours depuis qu'il est président. Les déclarations qui montrent que ce monsieur est complètement ahuri, qu'il a pété les plombs, ne se comptent plus. Donc, pour revenir à ce que vous demandiez, effectivement, vous savez pourquoi il a peur, ce régime? Parce qu'il y a déjà eu un premier boycott massif concernant les présidentielles de Tebboune, 2019, la constitution de Tebboune, 2020, et l'Assemblée nationale de Tebboune. Les trois ont été marqués par les plus grands boycotts électoraux depuis 1962. Malgré la fraude et le bourrage. Ça veut dire que les chiffres déclarés sont déjà très bas. Par exemple, la Constitution, je me rappelle, ils ont déclaré un chiffre entre 20 et 30%, je crois. Comment il est gonflé. Il a été gonflé à un maximum. 20 à 30%. Comment peut-on appliquer à un peuple, à une nation, une constitution, sa loi fondamentale, alors qu'elle n'a été adoptée par référendum contre 20 et 30%. C'est-à-dire que ça vous montre toute l'étendue du désastre et d'un régime autiste, les autistes, parce que les autistes sont souvent très intelligents, d'un régime autiste qui n'entend que ses propres échos, qui n'entend qu'il... Par exemple, Tebboune, maintenant c'est de notoriété publique, il a 80 conseillers qui n'ont été nommés que pour faire son éloge quotidien.
Il l'entoure de partout. Quand il va aux toilettes, il trouve des conseillers qui sont sur son chemin, pour lui dire سيد الرئيس انت هو المهدي المنتظر الله يرحم البزوله اللي رضعتك الله يرحم الميمه اللي جابتك. Il l'abreuve de ce genre de choses. Lui maintenant شغل معصي يعني il n'est plus à plaindre parce que طلعوه في السماء ils l'ont complètement déconnecté de la réalité. Très bien. Voilà. Très bien. On va laisser un peu de temps aussi pour notre ami Karim Naïtou Slimane. Karim Naïtou Slimane, la question que vous avez soulevée est très importante, donc la question politique. Et là, je viens au phénomène Benguerina. Comment expliquer donc cette mise en avant de cet personnage Karim Naïtou Slimane? On va l'écouter dans cette petite vidéo. Je reviens à vous juste après. الإخوة القيادات نتاعنا قبل ب3 شهور 4 أشهر قلت لهم تفتح عليكم نار جهنم عندما نقوم بترشيح الأخ عبد المجيد تبون. قد لا في إطار التحليل ربما البعض يريد أن يخرج البعض من السجون ليكون رئيسا للجمهورية. هاني بإطار التحليل باش ما يقولش من قرينا كذا. ربما البعض يريد أن يخرج أسماء في السجون من أجل أن يكون رئيس الجمهورية ولا يكون عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لقد حاولوا مرارا وقلتها للضغط على حركة البناء الوطني وإغراء حركة البناء الوطني، والرئيس مريضا أثناء مرضه في ألمانيا وصدعنا ولم نخف ولم نوجد، وأرادوا أن يوقعوا بيننا وبين منطقة عزيزة إلى قلوبنا في هذا الوطن العزيز كذبا وبهتانا من أجل أن ندخل في مسار ما عبرت عنه آنذاك بكل التجمعات نحن نرفض انكسار المسار. Donc Benguerina Timimoun, c'était lors d'un meeting, il a estimé qu'il faisait l'objet d'une campagne acharnée. Je suis un homme d'État. Il y a 3 ou 4 mois, j'ai dit aux dirigeants du mouvement que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir sur nous dès que le parti annoncerait son soutien au candidat Al-Majid Tebboune. Peut-être qu'on cherche à faire sortir certains des prisons pour les désigner président de la République et empêcher Al-Majid Tebboune de le devenir. Et là, beaucoup de questions se posent, bien sûr, parce que les personnes qui donc à faire sortir certains des prisons, ça ne peut être que des personnes puissantes au sein du régime. Karim, comment expliquer donc ce phénomène de Benguerina? Je vous laisse la parole. Alors, le phénomène Benguerina est actuellement très important parce qu'il révèle quelque chose de crucial, une métamorphose qui est en train de s'opérer dans la nature du régime. Depuis 2019, et ça on va l'analyser parce que ça nous permettra de voir quel est le rôle politique de l'opposition dans cette situation. Depuis 2019, et l'article que vous avez cité, que Jamaldine a cité, du professeur Ben Saad, est très important parce qu'il analyse les conséquences, les tenants et les aboutissants de ce décret controversé. Mais ce qui est important, c'est que depuis 2019, progressivement jusqu'à ce décret, il y a eu, et c'est ça on le doit au Hirak, il y a eu une métamorphose, une évolution qui va s'avérer avec le temps comme étant une décadence, une régression, dans la nature même du régime. Le régime depuis 1962 était un régime politico-militaire. C'est-à-dire que c'est un régime qui, voilà, pour reprendre l'expression qui me plaît, que je trouve très bien, qui est un régime qui a régné sans gouverner. C'est pour ça que c'est un régime politico-militaire. Il se cachait toujours, le pouvoir réel se cachait toujours derrière un pouvoir formel.
Mais depuis 2019 et les sorties de Feu Gaïd Salah, jusqu'à ce décret, ce régime, avec ce décret, est en train de se transformer officiellement comme en junte militaire. Ce régime, en autorisant maintenant, il sort du bois en fait. Et donc là, non seulement il règne, il gouverne, mais il va même administrer. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on regarde l'histoire des régimes autoritaires. Ce passage d'un régime, si vous voulez, d'influence ou de gouvernement, ou de mode de gouvernementalité caché, dissimulé, à un mode de vraiment de domination, mais visible, d'exercice visible du pouvoir, ça devient une junte. Et généralement, quand on étudie l'histoire des régimes autoritaires, on remarque une chose très importante, c'est que la junte, le stade de la junte, c'est le stade qui annonce la chute finale. C'est pour ça qu'on voit maintenant, ils se permettent même de donner carte blanche à un personnage comme Bengelina, parce que ça permet quand même de montrer, d'expliquer, en tout cas pour nous, ce passage d'un régime politico-militaire à une junte. Bengelina, c'est l'image que se fait maintenant ce régime du peuple. En fait, ceux qui tiennent le régime maintenant se disent le peuple est comme ça, le peuple est comme Bengelina. Et donc, ils lui donnent un Bengelina pour lui parler. Et c'est pour ça qu'ils sont dans un déni de réalité, parce qu'ils ne se rendent pas compte que, même relativement, le peuple et surtout le monde sont en train de changer. Et moi, pourquoi je parle de tout ça? Parce que ça va nous emmener vers quelque chose de très important, parce que durant ces élections, je pense que l'opposition, concrètement, ne peut pas faire grand-chose. Mais je pense qu'on doit maintenant passer à une étape dont on doit faire évoluer notre discours politique pour s'adresser à des gens qui sont à l'intérieur de ce système, des officiers militaires, parce que maintenant, tout le pouvoir complètement, sans partage, est détenu par un groupe d'officiers. Et moi, je ne pense pas qu'ils sont à ce point impénétrables. Parce que les juntes, avant de chuter, le rôle des juntes, c'est de préparer ce qu'on appelle les périodes de transition négociée. Hein, on l'a vu en Amérique latine, on l'a vu, il y a plusieurs exemples de ça. Est-ce que cela veut dire que l'opposition doit ajuster son discours? Peut-être, vous êtes en train de dire, en d'autres mots, que ce discours doit être capté, apaisé par des influenceurs au sein de ce régime, ou les gens qui ont de l'influence au sein de ce régime? Absolument. Il faut que le discours de l'opposition, à mon avis, dans l'étape actuelle, s'adresse en un double mouvement. D'un côté, pour la poursuite du travail politique de conscientisation qui s'adresse aux couches populaires, mais je crois qu'une grande partie de ce discours doit être orientée maintenant pour cibler cette prétendue cohésion de cette junte militaire, parce que personnellement, je ne pense pas, j'ai du mal à croire que tous ceux qui sont maintenant à la décision politique au sein dans ce groupe d'officiers militaires, j'ai du mal à croire qu'ils ne se rendent pas tous compte de la gravité de la situation et surtout du danger et du péril qui guette l'Algérie s'ils laissent les choses aller de cette manière. C'est l'effondrement. Hein. On se dirige vers l'effondrement. Il faut voir juste, on ne va pas aller encore faire le bilan, je pense que l'étape du bilan est déjà derrière nous, vous l'avez déjà faite à plusieurs reprises, la situation économique, culturelle, diplomatique de l'Algérie, c'est vraiment, on est en
on est même en période d'effondrement. Hein. On est en période d'effondrement et je dirais même accéléré. La machine s'emballe, la chute s'accélère. Et donc, le phénomène Ben Guelina, de cette manière, montre qu'une partie de ces officiers supérieurs qui tiennent le pouvoir réel entre leurs mains pensent que les Algériens sont tous au niveau de Ben Guelina. Et ça n'est pas vrai. Le Hirak a montré le contraire. Et c'est pour ça que politiquement, quelque chose qui pourrait avoir du sens maintenant, c'est de produire un discours qui, justement, s'adresse à ceux qui tiennent le pouvoir parmi ces décideurs pour leur dire que, attention, il en va maintenant de la sauvegarde de l'Algérie. L'opposition, les Algériens ne sont pas contre l'armée en tant qu'armée. N'ont pas de haine vis-à-vis de l'armée et notamment de ces officiers supérieurs, et que tout n'est pas encore perdu et qu'il ne faut pas aller et qu'il faut sortir de cette situation de radicalisation extrême qui risque de mener le pays quand même vers l'effondrement, et qu'au nom de valeurs patriotiques, au nom de la sauvegarde de l'Algérie et de l'héritage des chouhadas et des glorieux martyrs, il n'est pas trop tard pour revenir à la raison. Il n'est pas trop tard pour revenir à la raison et commencer un travail sur ce qu'on appelle la légitimité pour arriver à une légitimité du consensus. Donc vous êtes en train de dire, Karim Naït-Ouslim, vous êtes en train de dire que la solution de cette sortie de crise de notre pays, elle est en main de quelques personnes influentes au sein du régime. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument, c'est eux qui ont le pouvoir d'amorcer ce mouvement. Alors évidemment... Et la place donc dans tout cela, quand vous avez parlé au début de votre intervention, vous avez parlé du Hirak, du rôle du Hirak, et que le Hirak même donc, a blessé mortellement, vous l'avez qualifié de sorte, donc le régime algérien. Le rôle du peuple algérien dans tout ça, le rôle de l'opposition sérieuse, si on peut dire, elle qui a appelé au boycott, dans des conditions difficiles. C'est pas facile de faire de la politique en Algérie. Vous l'avez dit très rapidement, Karim Naït-Ouslim. Comme ça, on donnera un peu de temps aussi à notre ami Jamalti. Le rôle de l'opposition, et maintenant de l'opposition sérieuse, évidemment, de celle qui a été dans le Hirak, son rôle est très très important parce que c'est à elle maintenant de produire ce discours, et c'est à elle aussi maintenant de travailler concrètement sur une écriture, sur une projection réaliste d'une période de transition négociée. Il faut maintenant, il faut commencer, pour l'opposition, je pense que ça peut partir de l'opposition pour rassurer les gens qui, au sein de l'autorité militaire, peuvent adopter cette transition justement pour justifier un mouvement. Le rôle de l'opposition maintenant, c'est de lancer ce discours d'apaisement, mais un discours réaliste. C'est-à-dire une partie de l'opposition aussi qui appelle au boycott de ces élections. Bien sûr, le boycott, ça va de soi, mais le boycott en soi n'est pas une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, j'ai dit que le discours, si vous voulez, conventionnel, politique, traditionnel, évidemment, ce sont des prises de position. Ce sont des prises de position. Moi, je parle de propositions concrètes. Très bien. Propositions concrètes il faut commencer à parler, à imaginer, ne serait-ce que d'un point de vue ce qu'on appelle la théorie performative, c'est-à-dire commencer à parler de quelque chose pour qu'elle se réalise un jour, pour qu'on montre qu'il y a une alternative. Commencer à parler des mécanismes, d'abord du pourquoi et ensuite du comment, de la nécessité d'une période de transition négociée. Très très bien. Reste avec nous, Karim Naït-Ouslim. L'idée est très claire. Jamaldine Benchenouf, ce qu'a proposé aussi dans l'analyse de Karim Naït-Ouslim, des idées très intéressantes par rapport à la situation politique de notre pays. Mais de l'autre côté aussi, le régime nous présente cette élection présidentielle comme étant un processus démocratique. La preuve, il y a deux candidats. L'un est du FFS, un parti connu donc d'opposition en Algérie, mais aussi de Hems Hassani. On va écouter
des déclarations de ces candidats, de ces deux candidats, et je reviens à vous. البلاد اهتمت بالكثير من الهياكل وانجزت الهياكل، وهذا لا ننكره بل نثمنه، وما عندناش عقده. احنا رانا حزب معارض ومشروعنا مشروع معارض، ولكننا ماناش حزب سوداوي وماناش حزب مدمر وماناش حزب مفكك. نحن جينا البرنامج اللي الان اصبح فوق الحزب وفوق الاحزاب، برنامج موجه للشعب، برنامج ماهوش سوداوي، برنامج يثمن ما انجز، برنامج ماهوش تفكيكي، ما جاش باش يدمر الشيء اللي انجز، بل جاء باش يبني وباش يمد فرصه للجزائريين والجزائريات. ما لازمش نسمعوا للمتملقين والمهرجين السياسيين. اليوم للأسف ونحن نحاول جاهدين لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، ونحن نحاول جاهدين باش نعاودوا نرجعوا الإيمان في قلوب شبابنا وشاباتنا باش يساهموا في بناء بلدهم. اليوم ونحن نحاول نعاودوا نبعثوا الأمل في الأوساط الشعبية. هناك بعض المشعوذين السياسيين، وأعتذر عن الكلمة، يديروا كلش باش ينفروا الناس من العملية السياسية ومن العملية الانتخابية، باش يحبطوا من عزائم الجزائريات والجزائريين بخطابات ما تتماشاش مع الواقع، بخطابات ضد آمال الجزائريات والجزائريين، بسياسات تملق عشناها في السابق وشفناها في السابق، وشفنا وين ادت البلاد. ادت البلاد للفشل، ادت البلاد لحراك. Hassani et Aouchiche. Jamaldine Benchenou, je vous laisse la parole. D'abord, les déclarations de Hassani qui entre guillemets, fait la campagne électorale d'Abadji Tebboune, puisqu'il valorise donc, les réalisations que nul ne peut contester. Absolument. Et là, on entend bien sûr Aouchiche répondre peut-être à Bengrine. Alors, pour ce qui est des réalisations la réalisation des 54 points du président Tebboune du programme 2019, on ne demande qu'à voir, qu'on nous dise clairement, avec des chiffres, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont réalisé, qu'on nous explique pourquoi dans ce cas, puisqu'ils disent avoir réglé tous les problèmes, y compris ceux du chômage, de la malvie, de l'insécurité, pourquoi le Harraga, l'échec du BRICS. Pourquoi avoir été rejetés du BRICS alors qu'ils avaient été quasiment rassurés d'être admis? Pourquoi ils sont considérés, le second parle des muharrijin, les clowns, des amuseurs publics. Pourquoi aujourd'hui le système algérien passe-t-il pour un amuseur public planétaire avec un président complètement ahuri qui débite des chiffres qui, s'il était pris au sérieux, aurait déclenché une clameur publique mondiale. Bon, mais je n'attache pas beaucoup plus d'importance que ça aux deux messieurs qui participent à l'élection, puisqu'ils sont algériens, ils sont dans cette nébuleuse qu'on appelle politique en Algérie, et donc ils ont une idée claire de la situation et ils savent qu'ils ne seront jamais élus. Ils n'ont pas une chance sur 1000 milliards. Et pourtant, Jamaldine, le directeur de campagne de Abadji Tebboune, le ministre de l'Intérieur, Marad, a déclaré aujourd'hui que rien n'est joué. Yani, on l'écoute. D'abord, j'aimerais avoir un commentaire juste après. اش نقول لكم استناو حنا وساعتنا يقول لك باللي خلاص السوري يفوت وما كانش مشكل ونجيو نرقدوا صباح الفوت نجيو نرقدوا. لا، حنا من الامور مش محسومه.
حنا لازم نخدموا نعملوا ليل نهار الى غايه 7 سبتمبر باش نبعثوا الجماعه كامل يروحوا يصوتوا ان شاء الله. ما نقولش انا باللي راكم مدينها وخلاص، لا حنا نديوها عن جداره، نكونوا ان شاء الله في البلاصه. بارك الله فيك. Il veut faire croire. C'est normal, c'est son rôle. Pourquoi il a été débauché de ses fonctions, débauché provisoirement, de ses fonctions de ministre de l'Intérieur pour assumer la campagne électorale d'un candidat qui est censé être un candidat comme les autres? Ministre de l'Intérieur. C'est normal qu'il dise « Ah, il ne faut pas croire que c'est dans la poche, hein, il faut pas voter. » Ils ont besoin de gens dans les bureaux de vote pour être filmés, pour faire avaliser la fraude qui va sortir. Parce que Tebboune ne va pas être élu massivement par les Algériens. Et à mon avis, il va y avoir, si ce n'est un boycott actif, du moins une abstention très forte. Mais sinon, je voudrais revenir, Nasser, très rapidement, sur une phrase que vous avez dite. L'opposition doit ajuster son discours, et qui rejoint d'une certaine manière le seul paragraphe du texte de Ibn Saïd avec lequel je ne suis pas d'accord. Donc je vais les mettre ensemble. L'opposition doit ajuster son discours. Et je cite le professeur Ali Ibn Saïd. Si le décret, il parle du décret qui militarise la vie publique, économique, etc. Si le décret a été publié dans la torpeur de la saison estivale, après la date anniversaire du 5 juillet, pour éviter de lui donner une résonance et son application rapidement activée, c'est parce qu'il avait peu de chances de rencontrer une acceptation sociale. Ça veut dire, il vous rejoint dans votre question, il laisse supposer qu'il y a une opposition dans ce pays, qu'il y a une opposition, comme vous dites, qui doit ajuster son discours, qui aurait pu, à ce moment-là, ajuster son discours et se lever comme un seul homme pour dire « Ah non, on ne peut pas accepter ». C'est pour ça qu'on aurait passé ce texte en pleine canicule pour que personne... En fait, Nasser, vous comme moi, comme Karim, comme tous les Algériens, nous savons tous qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Je veux dire d'opposition structurée. Il y a une opposition latente. Il y a un refus de ce régime. Il y a un rejet massif. Il est dispersé. Il n'est pas structuré. Il n'est pas cristallisé. Il n'y a pas de société civile. Il n'y a pas. Du moins, peut-être pourrions-nous dire que pendant le Hirak, il y avait une société civile en gestation qui aurait pu émerger, qui aurait pu s'organiser, voire même se constituer en front. Parce que vous savez, dans le processus révolutionnaire généralement pacifique, c'est l'occupation de la rue. Nous avons eu le Hirak. Juste ensuite, c'est le boycott. Nous avons eu le plus beau boycott de ces dernières années à niveau planétaire. C'est après la cristallisation de l'élite qui va former un front populaire pour rassembler tous les Algériens dans toutes leurs mouvances, et enfin inciter le détenteur actuel du pouvoir à aller vers la table des négociations pour une transition négociée pour aller mais quand il parle, très rapidement, Jamaldine, parce qu'on m'a dit que le temps de l'émission est terminé. Oui. Très rapidement, quand Karim Naïtou Slimane met en avant donc, qu'il faut trouver des solutions et qu'il faut parler avec donc, ce régime. Quels sont les mécanismes, d'après vous, par rapport à ces solutions? Très rapide. L'union du peuple. C'est tout. L'union du peuple dans une perspective démocratique, où il faut trouver un SMIC démocratique pour que tous les Algériens puissent s'impliquer, ne rejeter personne, pas d'autarcie. Il faut que tous les Algériens, quelles que soient leurs convictions, se mettent d'accord sur un cadre démocratique, un SMIC, que personne ne peut transgresser, ou des droits, j'allais dire, primordiaux, qui ne peuvent être négociables, sont sur la table. Après, ils se mettent d'accord pour se mettre... Parce que quand on veut négocier, et je vais finir, quand on veut négocier avec un adversaire aussi redoutable que cette mafiocratie, c'est comme ça qu'elle s'appelle en réalité, il faut être unis. Il faut vraiment représenter les aspirations profondes du peuple qu'on défend et qu'on veut libérer.
Très bien. Karim Naïtou Slimane, vraiment désolé, je vous laisse le mot de la fin, mais très rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne. Vous avez parlé donc de, si on continue à gérer l'Algérie de la même façon, donc on risque l'effondrement de notre pays. Pourquoi, d'après vous? Oui, parce que la situation est intenable et vous savez très bien que le statu quo n'existe pas dans l'histoire. Hein. Donc la chute, elle est progressive, mais elle est certaine et implacable. Hein. Donc à un certain moment, on pourrait avoir des déclencheurs externes qui pourront faire exploser les choses. Hein. Le mécontentement, le refus de ce régime est très très fort. Vous savez, il suffit d'une étincelle pour que les choses explosent. Et surtout, le régime, comme je l'ai dit au début, a écarté maintenant la solution politique, a discrédité la Selmiya et tout ce qui implique la pacification de la société par le politique. Et c'est ce qui s'est passé à un certain moment. Les gens s'étonnent comment la Syrie s'est effondrée, comment la Libye s'est effondrée, comment l'Irak se sont effondrés. Oui, bien sûr, il y a eu des interventions étrangères. Mais la question à poser, c'est comment ces interventions ont été possibles. Qu'est-ce qui a rendu ces interventions possibles? Donc les facteurs peuvent être internes mais externes. 10 secondes. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire un mouvement pour prévoir ces choses et qu'à un certain moment, l'opposition, quand je dis l'opposition, évidemment, il n'y a pas d'opposition structurelle, ça on le sait très bien, mais en tout cas, les intervenants, ceux qui interviennent dans le champ politique, qui adoptent, qui se revendiquent, qui se réclament du peuple, de la cause du peuple, de la démocratie, qui veulent un état de droit en Algérie, il faut qu'ils commencent dès maintenant, et je le dis, hein, dès maintenant, de travailler sur une solution concrète de transition négociée qui sera à disposition le moment venu. Très bien, merci beaucoup, docteur Karim Naïtou Slimane. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Très ravi de vous avoir dans cette émission. Donc, enseignant, chercheur, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Djamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, qui est avec nous dans cette période de campagne électorale, qui va nous donner aussi ses analyses par rapport à la situation politique en Algérie. On va finir très rapidement avec ce titre, cette information. Ahmed Attaf reçoit l'ambassadrice des États-Unis. Pourquoi est-ce que cette réception, si on peut dire, de l'ambassadrice des États-Unis a été déclenchée par les déclarations d'Ahmed Tebboune sur Gaza, lui qui a dit donc que l'armée était prête à intervenir. On est arrivé à la fin de cette émission. Restez avec nous et on vous retrouve demain, Inch'Allah.